Bonjour et bienvenue sur Solo to CEO, le podcast qui aide des entrepreneurs à passer du chaos à la croissance structurée. Je suis Aurélia, l'hôte de ce podcast et OBM. J'aide des infopreneurs à croître en les déchargeant de la gestion opérationnelle de leur business. Et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Nicolas dans cet épisode. Hello Nicolas, comment tu vas? Hello Aurélia, bah, ça va super, merci. Et toi, ça va? Ça va très bien, superbe. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es et qu'est-ce que tu fais? Ouais. Alors cette question, moi, je l'aime bien parce qu'à chaque fois, j'ai du mal à me décrire. Je me dirais entrepreneur et nomade. Hmm. Là, en ce moment, j'ai deux entreprises. J'ai une entreprise qui s'appelle Shape Room, avec laquelle j'accompagne les salariés à se lancer en freelance. Donc sur mon expertise en tant que média buyer, donc c'est de la publicité en ligne. Et j'ai une agence qui s'appelle Shape Ads, une agence donc de publicité en ligne. D'accord, donc tu as deux business. Ouais, exactement. Ok. Quand est-ce que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Alors, d'abord, je me suis lancé en freelance, donc fin 2021, début 2022, et ensuite je me suis lancé donc, dans le vrai entrepreneuriat, on va dire, même si pour moi le freelance c'est déjà la première marge de l'entrepreneuriat. Bien sûr. C'était il y a à peu près un an, donc disons début 2024, dans ces eaux-là. D'accord, très bien. Et pourquoi? Parce qu'il y avait un ras-le-bol du salariat? C'était quoi ton déclic? Alors bah du coup là, on va parler surtout de la partie freelance, parce que moi j'ai eu donc freelance, puis ensuite j'ai lancé donc Shape Room, l'accompagnement et l'agence, mais donc avant j'ai été freelance en expert en publicité en ligne. Et pourquoi je me suis lancé dans ce domaine-là? Bah, tout simplement parce que oui, comme tu l'as dit, je me reconnaissais pas dans le système CDI, le système un peu classique, en métro boulot dodo, parce que donc moi j'habitais à Paris et je me reconnaissais pas du tout là-dedans. Moi qui adore voyager, je me sentais aussi, j'avais envie de plus d'indépendance et j'estime que la valeur de la liberté pour moi c'est vraiment une valeur première chez moi et je me retrouvais pas en fait dans ces valeurs-là au travail. Voilà, donc c'est pour toutes ces raisons-là que je me suis lancé. Et puis ça a été aussi un cheminement assez long. Je voyais sur les réseaux sociaux et sur Internet bah, des gens qui étaient en freelance, qui étaient digital nomades, et ça me faisait rêver, simplement. Donc je me suis rapidement rendu compte qu'il y avait une autre vie possible. Et en fait, je me suis rendu compte que mon travail, donc expert en publicité en ligne, on va dire ça comme ça, et quand je suis allé sur Malte, je sais pas si tu connais Malte, la Oui. plateforme qui met en relation, voilà, la plateforme qui met en relation freelance et entreprise, bah, je me suis rendu compte que c'est le job que je faisais en agence ils gagnaient, enfin, les indépendants gagnaient deux, trois, quatre fois plus, quoi. Donc si je pouvais avoir indépendance plus euh, un revenu beaucoup plus élevé, bon, bah, le choix était vite vu, quoi. Trop bien. Et donc là, aujourd'hui, avec ton programme Shape Room, tu accompagnes les salariés à devenir freelance et à vivre de leur activité, à trouver des clients. Ouais, exactement. C'est ça. Parce que donc, en fait, moi, j'ai traversé les mêmes étapes. Alors, moi, j'ai jamais été vraiment en CDI pour le coup. J'étais en alternance, donc c'était à la fin de mes études. J'ai fait un an d'alternance et encore avant, c'était un stage. Donc, j'ai été pendant un an et demi dans la même entreprise. Quasiment à 100% dans la boîte, hein. Donc c'était quasiment comme du salariat, mais j'ai eu à peu près ce même cheminement où je me retrouvais pas dans le système. On me faisait beaucoup de réflexions sur ma manière d'être, sur mon présentéisme quand je partais trop tôt, etc. En fait, en 2023, quand j'étais en freelance, j'étais très bien dans ma vie. Je travaillais 4 jours par semaine, je gagnais bien ma vie. Et je me suis dit que je pouvais avoir plus d'impact et apporter plus de sens aussi à ce que je faisais. Je me suis tout simplement dit que bah, si moi je suis arrivé à travailler 4 jours par semaine, voyager en même temps, j'ai gagné entre 5 000 et 10 000 euros par mois en tant que freelance, si ce n'est plus parfois. Et je me suis dit, en fait, j'ai pas fait des grandes études, j'ai pas eu une grande expérience en CDI, et donc je pense que n'importe qui peut faire ça, quoi. C'est là où j'ai commencé à monter chez Prom petit à petit, qui n'était pas chez Prom au début. Et depuis maintenant, ouais, je forme. Là, j'ai formé à peu près, je pense, une trentaine de salariés pour l'instant à se lancer. Donc Tu as c'est cool, lancé ça en progresse. 2024, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, D'accord. tout a vraiment commencé en décembre 2023, Ouais. où en fait, il y a quelqu'un, donc c'était à l'époque, je crois, un stagiaire qui était en agence et qui m'a contacté sur Instagram parce qu'il m'avait vu sur un compte, il y a une amie à l'époque qui faisait du contenu, qui m'avait interviewé. Et il a vu cette interview, il m'a contacté et on a discuté. Et je lui ai dit, bah, c'est intéressant parce que je suis en train justement de réfléchir à un programme de formation et d'accompagnement pour des personnes comme toi, pour se lancer en freelance en tant que média buyer. Et donc, je lui ai dit, écoute, si tu veux, on peut commencer à bosser ensemble. Tu peux payer un prix, voilà, un peu dérisoire pour le produit, en l'occurrence. Mais je lui ai dit, là, à ce moment-là, j'avais rien, j'avais aucune vidéo, aucun programme, rien. Donc, j'ai commencé vraiment en décembre 2023. Et ensuite, une grosse phase de test, début 2024.
jusqu'en juin, juillet 2024 pour tester mon contenu, pour plein de choses, pour construire un programme. Et j'ai lancé officiellement, du coup, en septembre 2024. Donc ça fait même pas un an, là, ça fait 8-10 mois, un truc comme ça. Ok. Et là, j'ai vu que tu t'es lancé un challenge avec des reels voilà, que tu programmes tous les jours, tant que tu n'as pas atteint les fameux 50K mensuels. C'est ça? C'est ça. Ok. Ouais. D'ailleurs, je suis curieuse, comment tu t'organises est-ce que tu batches tes reels? Comment tu t'organises pour les produire? Ouais, bah, bonne question. Alors, sur ces Reels, c'est vrai, je me suis lancé un défi parce que déjà pour moi, ça me semblait intéressant pour avoir une trace, disons, écrite, entre guillemets, une trace visuelle quelque part. Et je trouve ça intéressant de se lancer ce style de défi et ça me permet de tester pas mal de types de contenu. Et comment je m'organise? Bah écoute, tous les lundis, j'écris et je tourne. Donc c'est moi qui fais l'idéation, l'écriture, et puis juste je me prends en vidéo, je réalise mes rushs. Et ensuite, j'ai un monteur. Donc en fait, je le mets sur un drive, je mets mes vidéos sur un drive. Lui, il les reçoit, il les monte. On a toujours une semaine d'avance. Donc il les monte en gros dans la semaine. Je valide. Et puis comme ça, donc arrivé à la semaine d'après, moi je peux les programmer. D'accord, c'est toi après qui les programmes sur Insta. D'accord. Ouais, Tu, c'est tu ça. fais, Ouais, c'est moi tu qui fais la même programme. chose sur LinkedIn ou pas du tout? Ou c'est que sur Instagram? Non. Alors parfois j'en poste sur LinkedIn, mais je vois que les vidéos, alors il y a un moment donné où les vidéos, il y avait pas mal de reach, pas mal de vues, mais là je sais pas si c'est mon Ouais, post ou si c'est l'algorithme, j'en sais non, rien. c'est Je vois, l'algorithme. On est d'accord, ça, ah ça, ok. ça a beaucoup changé. Ah ouais, non mais tout le temps les algorithmes ils changent et non, c'est vrai qu'au début j'ai eu pas mal de reach, je faisais ça en début d'année 2025, ça marchait plutôt bien. Et là j'ai beaucoup moins de reach et donc mais je poste quand même parce que voilà, j'aime bien ça et parfois je fais des posts écrits. Mais LinkedIn, j'ai un petit peu laissé tomber pour l'instant parce que mon audience, en fait, ma cible, elle est sur YouTube, elle est sur Instagram, pas trop sur LinkedIn justement. Donc j'ai un petit peu D'accord. délaissé, même si je continue de poster un peu à droite à gauche, quoi. Ok, donc tu produis également, enfin, tu vas mettre aussi ton contenu sur YouTube. Ah oui, mais je poste déjà sur YouTube, hein. D'accord, ok. Donc tous les reels que je fais donc sur Instagram, ils sont aussi sur TikTok et donc je les poste en short sur YouTube. Et sinon, je fais un format long sur YouTube. Alors là, pour l'instant, on est un peu dans une période basse où en fait, je vais rebrander mon podcast, parce que j'ai un podcast aussi qui se retrouve sur YouTube. Mais là, je revois un petit peu la stratégie et les types de contenus que je vais faire pour que ce soit plus aligné. Et aussi parce qu'en ce moment, j'ai un peu moins de temps, comme Shaperoom se développe. J'ai besoin de structurer, de commencer un petit peu à déléguer, etc. Donc, c'est un peu disons, un bon petit chaos, tu vois. Mais ouais, sinon, je fais du contenu long. J'aime bien ça d'ailleurs. Ah, super. Donc maintenant, on va rentrer vraiment dans le cœur du sujet. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es senti complètement bloqué ou dépassé dans ton business et comment tu as surmonté ça? Hum, complètement bloqué ou ouais. En fait, il y a eu deux moments, je dirais. C'était le premier moment, c'était il y a un an, où en fait, ce qui était compliqué, c'est de trouver les bonnes personnes avec qui bosser. En gros, avant de lancer Shape Room, j'étais en freelance, comme je te l'ai dit. Et quand j'ai eu cette idée donc de lancer cet accompagnement, je me suis dit bon bah faut que je fasse de la place parce que je travaillais 4 jours par semaine, si ce n'est plus parfois. Donc il fallait que soit j'enlève des clients pour que je puisse gagner du temps, soit je commence à déléguer. Donc j'ai d'abord commencé à déléguer simplement avec une autre freelance. Ça s'est pas super bien passé au début et je pense que j'apprenais à déléguer quoi. Donc voilà, c'est quand même quelque chose de pas facile au début quand on n'est pas habitué à ça, de travailler avec d'autres êtres humains en fait. Et à un moment donné, je me suis dit autant voir plus loin, autant monter une agence pour déléguer, construire quelque chose qui aura du sens et qui va pouvoir perdurer. Et en fait, cette partie-là a été très difficile pour moi, très longue parce qu'en fait il faut trouver les bonnes personnes. Et au début, j'ai travaillé avec deux personnes, donc une associée et un freelance. Et voilà, c'était pas super fluide. Le freelance n'était pas non plus à la hauteur de mes attentes. Et le truc, c'est que quand tu cherches à déléguer tout en montant un premier business pour gagner du temps et te dédier à un deuxième business, bah là, c'était assez compliqué. Donc j'étais un peu au four et au moulin, si tu veux. J'étais sur Ouais. la partie Shape Room, je postais pas mal sur LinkedIn à ce moment-là. Il y avait mon agence et en fait, je dirais pas, donc je me sentais pas bloqué, mais c'est vrai que j'ai un peu touché mes limites. Je dirais pas que j'ai fait un burn-out, mais c'était il y a un moment donné où franchement c'était compliqué quoi.
Ouais. Et ensuite, il y a une deuxième phase où c'était à peu près pareil. En gros, c'était justement juste avant le lancement, septembre 2024. Là, je m'étais mal organisé, je pense que ma stratégie de lancement était pas non plus très bonne. Et en fait, je m'étais retrouvé sous une montagne de taf. Au même moment, j'avais pas encore trouvé, là, septembre 2024, hein, j'avais pas toujours trouvé les bonnes personnes avec qui bosser sur l'agence. Et en fait, j'avais tout en même temps et ça me bloquait pas, mais c'est quelque chose qui te ralentit énormément et surtout qui te pèse. Et ça, moi, je me sentais très stressé. C'était assez compliqué à vivre, quoi. Et puis, donc, maintenant, je suis quand même content parce que j'ai trouvé les bonnes personnes. C'est cool. Trop bien. Ben, on va en parler justement après. Quand tu parles de l'agence, tu parles de l'agence Media Buying, c'est-à-dire tout ce qui est Ouais. ads. D'accord. Et Shaperoom, c'est ton programme d'accompagnement, de formation, de coaching. Voilà, c'est ça. Ouais, t'as raison de clarifier. En gros, Shape Room, c'est la partie accompagnement. Donc, c'est un bootcamp, si tu veux, Ouais. sur 4 mois, où j'accompagne donc les salariés à se lancer en freelance en tant que média buyer. Donc le bootcamp est là pour propulser. Ensuite, derrière, j'ai une communauté qui est grandissante. Donc pour l'instant, c'est pas mon main focus. Voilà, mon main focus, ça reste le bootcamp. Mais la communauté, à terme, sera beaucoup plus développée. Et puis, donc, il y a effectivement l'agence qui s'appelle Shape Ads, avec laquelle on accompagne les e-commerce. Donc ça, c'est la partie évidemment média buying purement. Ok, très bien. Est-ce que justement tu veux nous partager ben, tes intentions, tes désirs, tes objectifs avec ton business? Si je sais pas, si tu as une vision à 1 an, à 3 ans, à 5 ans. Ah, c'est une bonne question. Alors du coup, vision 1 an, 3 ans, 5 ans, les trois sont un peu différentes, évidemment. Si tu veux, je peux commencer par celle de 5 ans. Hmm. Euh, En fait, pour moi, Shape Room, je dirais que dans 5 ans, et c'est déjà ce qu'on est en train de construire aujourd'hui, c'est un écosystème qui est pour moi voué pardon, à remplacer l'école. Quand je dis l'école, c'est l'école de commerce ou des choses comme ça, des écoles comme ça, parce que aujourd'hui, déjà, il y a énormément de jeunes de 18 ans qui me contactent. Enfin, énormément, il n'y en a pas des centaines, mais il y en a quand même pas mal qui me contactent. J'ai des jeunes de 22 ans, de 23 ans. Enfin bref, il y a quand même une jeune génération qui ne souhaite pas rester dans une seule et même ville pendant des années, qui ne souhaite pas avoir un CDI, avoir une vie entre guillemets classique, en métro, boulot, dodo, l'appartement, etc., etc. Il y en a aussi qui souhaitent voyager. Et j'avais vu des chiffres récemment qui disaient qu'il y a environ 50% des jeunes, grosso modo, dans ces âges-là, qui souhaitent se lancer à leur compte, que ce soit en montant une entreprise ou en tant que freelance. Hmm. Et moi d'ailleurs, je me souviens avoir collaboré avec deux jeunes, mais très jeunes, hein, 18 et 19 ans, qui avaient leur agence. Et donc, aujourd'hui, il y a un système qui est pour moi à revoir, ou du moins à updater, parce qu'aujourd'hui, l'école ne convient plus aux attentes des jeunes, et surtout au prix qui est fixé. Tu vois, quand je pense surtout aux jeunes parents qui vont arriver, là, qui vont avoir des enfants, quand tu payes 10 000 € l'année, donc du coup, si tu fais x5 pour un master, tu payes 50 000 € grosso modo, si ce n'est plus pour certaines écoles. En face, tu as des écoles en ligne, comme chez Prom ou autres, où tu payes 10 fois moins. Enfin, ça coûte 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, et tu apprends un métier, c'est assez rapide. Et ensuite, tu te retrouves sur le marché du freelancing où tu as déjà des très bonnes bases. Plus si tu as de la chance, derrière, tu es encore accompagné, ou tu as une communauté. Et ce qui fait que bah, tu peux parfaire tes skills pour vraiment te lancer d'une bonne manière. Et moi, tu vois, j'ai des élèves qui, en quelques mois, commencent à gagner 1 000, 2 000, 3 000 euros. Enfin, c'est assez fou. En 1 an, ils gagnent 6 000 euros, ils voyagent en même temps, ils travaillent 4 jours par semaine. Donc pour moi, pour revenir à la question de base, chez Prom, pour moi, c'est un écosystème qui est voué à remplacer l'école petit à petit, avec le bootcamp, mais aussi avec la communauté. Parce qu'il y a une autre problématique à laquelle je souhaite répondre, c'est la reconversion. La reconversion aujourd'hui, c'est quand même compliqué. Pourquoi? Parce que si tu vas prendre un autre métier, bon bah il faut retourner dans une école potentiellement ou prendre une grande formation qui coûte un peu cher. Moi, je me rappelle dans mon école, j'ai fait une école du web. Il y avait des masters. Donc les masters, c'est des programmes en 2 ans pour de la reconversion. Bah, c'était 10 000 € l'année, quoi. Tu payes 20 000 euros pour te reconvertir. Un truc de fou. Et donc pour moi, la communauté que je souhaite monter, peut occuper ce rôle-là dans le sens où il peut y avoir des cours en fait complémentaires à ton expertise de base. Donc là, en ce moment, c'est l'expertise en tant que média buyer. Donc tu peux potentiellement, dans cette communauté, prendre des coachings, prendre des cours. Évidemment, ça a un coût, mais ce sera quand même largement moins cher qu'un master qui va te coûter 10 000 € l'année. Et en l'espace de quelques mois, tu peux te reconvertir. C'est ça. Donc c'est ça ma vision à 5 ans et j'aimerais bien aussi m'élargir, ne pas faire que du media buying, pouvoir proposer d'autres corps de métier, justement pour fonctionner comme une école, si tu veux, avec des filières. Sauf que l'objectif, c'est que ce soit quelque chose d'assez intensif, plus tourné sur quelque chose qui est applicable, plus que de la théorie. Parce que tu vois, quand tu es en école de commerce,
bah, en fait, tu as beaucoup de théorie, tu passes ton temps à boire des coups, etc. Et puis après, tu apprends vraiment en stage, en alternance. Donc c'est ça ma vision à 5 ans. Et pour l'agence, bah, elle fera partie de l'écosystème. Et l'idée, c'est qu'on puisse avoir aussi d'autres agences qui répondent à, tu vois, si on a un bootcamp media buying, on peut avoir un bootcamp, je sais pas, créa, un bootcamp social media ou je ne sais quoi. Et l'idée, c'est d'avoir aussi des petites agences qui répondent à ce besoin-là pour créer un écosystème, en fait. Et donc les Hmm. experts dans Par ces métier, en agences-là, fait. Par métier. exactement, c'est ça. Parce que là, on Ouais, est exact. d'accord que dans ton bootcamp, toutes les personnes qui viennent dans ton bootcamp sont intéressées par le media buying. Ils veulent se nicher Ouais, là-dessus, là-dedans. D'accord, ok. ouais, c'est ça. Comme Donc, c'est on mon est expertise d'accord, depuis. pour Ouais. expliquer le media buying aux personnes qui connaissent pas, un media buyer, c'est quelqu'un qui va en fait gérer tes publicités, Meta Ads, Google Ads pour toi. Et quand on dit gérer, c'est quoi en fait concrètement? Qu'est-ce qui fait le media buyer? Ok, ouais, bonne question. C'est vrai que c'est une question qui revient très souvent pour les personnes qui rejoignent chez Prom. En gros, avant la partie gestion, déjà le tout premier step, c'est que le media buyer il va essayer de capter en gros les besoins, les problématiques d'une entreprise. Mm. Donc ça peut être avec le CMO, le fondateur, selon la taille de l'entreprise. Et une fois que c'est fait, ensuite le media buyer est censé proposer une stratégie publicitaire ou un audit s'il y a des campagnes qui sont en cours pour faire déjà un état des lieux, pour savoir ce qui s'est passé et pour savoir aussi où est-ce qu'on va aller, tu vois, où est-ce que quelle stratégie on va aborder. Et une fois que c'est fait, donc le client en question, l'entreprise rajoute le media buyer sur ses comptes, par exemple, pour prendre voilà le contrôle de Google Ads et Meta Ads, par exemple. Et ensuite, il y a toute une session de plusieurs jours où en fait le media buyer va créer des campagnes. Donc il y a des plateformes qui sont mises à disposition. Donc c'est Meta Ads, donc c'est sur un business manager, ça s'appelle. Google Ads, pareil, le nom, c'est Google Ads. Et donc on met les mains dedans pour créer les campagnes. Donc on va choisir les mots-clés. On va choisir les ciblages, par exemple, sur Meta, les ciblages par intérêt. Par exemple, si moi, demain, je vends des coques d'iPhone, et ben, en tant que ciblage, on peut mettre technologie, iPhone, des choses comme ça pour aller cibler les bonnes personnes. Sur Google Ads, on va plutôt mettre des mots-clés, des coques d'iPhone 16, des choses comme ça. Donc, il y a tout ça. Ça, je résume assez rapidement parce qu'il y a plein de paramètres, évidemment. Il y a les annonces, plein de choses comme ça. Et une fois que c'est fait, s'ensuit la partie gestion. Donc, les campagnes sont lancées, faut mettre le budget, etc. Et ensuite, s'ensuit du coup une grosse partie gestion et optimisation. Parce que c'est ça qui fait la plus-value d'un média buyer, c'est ensuite de lire les chiffres, de les analyser, de les comprendre, et ensuite de prendre les bonnes décisions pour son cercle de compétences, et aussi pour aider l'entreprise à se développer. Parce qu'en fait, les ads, la publicité en ligne, c'est un carrefour entre plein de choses. Entre un bon site internet, des bonnes publicités, donc des bonnes vidéos, des bonnes créas visuelles, il y a aussi besoin d'avoir de la bonne data, donc il faut un bon tracking sur le site internet. Donc quand quelqu'un clique sur une pub, savoir ce qui se passe derrière, il faut qu'il y ait la bonne donnée qui remonte. Et donc le media buyer est en bonne position pour challenger une entreprise sur son offre, son tunnel d'acquisition, son site internet, ses visuels, etc. Et c'est lui qui va créer les créatives, hein, les publicités sur, sur Meta. Alors, pas forcément. En fait, moi, ce que je recommande très souvent, s'il y a des personnes qui souhaitent se lancer dans ce milieu-là, c'est déjà d'être spécialisé sur du media buying pur, parce qu'il y a déjà beaucoup de notions à connaître. C'est assez technique, c'est analytique. Il faut connaître aussi l'aspect stratégique. Il faut comprendre l'écosystème d'une entreprise, où est-ce qu'elle en est d'un point de vue marketing. Donc, normalement, de base, le media buyer ne fait pas de créa visuel. D'accord, donc Maintenant, c'est le client qui le ouais, fait. moi, D'accord, c'est ce que je recommande. C'est plutôt le client qui le fait en collaboration avec le media buyer, parce que le media buyer a son regard marketing. voilà. Regard d'expert. Donc normalement c'est le client, sinon le médiateur peut aussi faire appel à un autre freelance si lui est en freelance, sinon à certaines agences. Et après je sais qu'il y a certains médias qui ont cette envie de se spécialiser, enfin de se spécialiser, de se diversifier et donc d'aller faire de la créa, donc de se former dessus. Ok, très intéressant. Et à quel moment tu as réalisé qu'il était temps pour toi de passer de solo, d'indépendant, à dirigeant d'une agence et de chaperoom en t'entourant d'une Euh, équipe? Est-ce que tu te rappelles un peu des signes déclencheurs? Bah écoute, ça a été assez rapide parce qu'en fait au début, donc j'étais en freelance. Ensuite je me suis dit bon bah il faut que je monte chez Prom, donc mon accompagnement. Et ensuite, il fallait que je fasse de la place pour justement avoir du temps pour cet accompagnement. Et donc, je me suis dit, bon, bah, il faut que je commence à travailler avec quelqu'un. C'était soit, en fait, je m'enlevais des clients. Oui, voilà. Et bon, je voulais pas prendre ce risque-là, je t'avoue. Et sinon, je me dis, bon, bah, je vais commencer à déléguer. Et donc, c'est à ce moment-là, en fait, où j'ai eu une vision long terme.
au même moment, j'ai eu de la chance parce que j'étais accompagné par un coach et on travaillait cette vision. Quand tu me dis vision 1 an, 3 ans, 5 ans, c'est quelque chose que je connais bien. Et j'ai rapidement compris qu'il fallait que je m'entoure. Alors après, ça a pris du temps pour avoir quelque chose de solide, je t'avoue. Je pense que c'est quelque chose qui est sous-estimé, en tout cas à mon sens, l'entourage et les personnes avec qui on bosse. Mais j'ai pris conscience assez rapidement qu'il fallait que je m'entoure. Et après, le challenge, c'était de trouver les bonnes personnes, quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, bah, après, je vais te poser des questions par rapport à ça parce que justement, comment t'as fait pour trouver les bonnes personnes? Est-ce que c'est la, est-ce que c'est de la recommandation, c'est du bouche à oreille ou tu procédais avec une véritable fiche de poste parce que tu avais bien identifié ton besoin? Comment tu t'y es pris? Alors au début, la toute première fois où j'ai bossé avec quelqu'un, je suis allé sur Malte Ouais. et j'ai tapé freelance Media Buyer, freelance Google Ads ou freelance Facebook Ads pour trouver quelqu'un. Et j'ai déniché un profil qui avait l'air d'être bon. Alors du coup, il fallait jongler entre le prix et puis l'expertise. Donc c'est comme ça que j'ai procédé au début. Ensuite, je me suis dit, OK, j'aimerais bien voir plus loin. Donc je me suis dit, construire une agence, ça a plus de sens. Et dans ce cas-là, et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, je me vois mal faire ça tout seul. Je me suis dit, j'aimerais bien trouver quelqu'un avec qui m'associer. Je t'avoue qu'à ce moment-là, je n'avais pas le recul sur le fait que je pouvais être seul et bien entouré. Je sais pas pourquoi je me suis mis en tête que je devais trouver un ou une associée. Et donc à ce moment-là, j'ai contacté une amie qui était dans le recrutement. Et je lui ai dit, écoute, j'ai un besoin un peu particulier. Je sais que toi, tu recrutes plutôt des gens voilà, qui cherchent des entreprises pour du CDI. Mais moi, je cherche quelqu'un avec qui m'associer pour monter une agence. Et donc, elle m'a aidé sur ce point de vue-là. Elle m'a trouvé quelques profils. Donc là, pour le coup, on était un peu en mode fiche de poste pour le coup, tu vois, parce que c'était tout un système. J'ai trouvé quelqu'un, mais finalement, ça n'a pas marché. On a travaillé quelques mois ensemble. En fait, cette personne-là, je pense, se cherchait aussi un petit peu. Mm. Donc, ça n'a pas trop fonctionné. Et il y a un moment donné où j'ai réalisé en fait, que je pouvais mener mon bateau seul, mais être bien entouré. Et là, je pense que c'est intéressant de faire la différence entre s'associer avec quelqu'un, monter un projet avec quelqu'un. Et en plus de ça, cette personne en soi rejoignait le projet, tu vois. Donc, on montait pas quelque chose vraiment de tous les deux ensemble. Il faut bien dissocier ça et le fait d'être entouré. Ouais. Je pense que c'est plus simple au début, quand tu es solo, de t'entourer de personnes pour t'aider. Donc, tu délègues, etc. Certes, ça prend un peu plus de temps parce que, bah, il y a des systèmes à mettre en place pour déléguer, etc. Mais je pense que du coup, en t'entourant, c'est là où tu trouves les bonnes personnes. Et du coup, par la suite, c'est là où je trouvais les bonnes personnes. Donc c'était un peu au feeling, si tu veux. Je me Yes. suis entouré de quelques freelances et il y en a quelques-uns que j'ai formés. J'ai remarqué les petites pépites. Et on a commencé à bosser ensemble. Et en fait, de fil en aiguille, voilà, on s'associe. Donc c'est Trop ça qui est bien. cool. Superbe. Moi, ce que j'ai remarqué un truc, c'est que quand j'accompagne mes clients à structurer leur business, l'un des blocages les plus fréquents sur le passage, tu sais, de l'opérationnel à un rôle plus stratégique, c'est qu'ils ont du mal à lâcher prise et à déléguer sans micromanager. Mm. Est-ce que tu as ressenti ça toi aussi? Ouais, bah, carrément. Moi, je suis passé par là, j'étais en plein dedans. Parce qu'au début, quand tu es en freelance et que tu es solo, ou alors pour les solo business, bah, tu as l'habitude de tout contrôler, C'est bah, ça. d'être le seul maître à bord. Et c'est vrai qu'au début, je pense que ça a été la plus grande friction. Enfin, tu vois, aujourd'hui, à l'heure où je te parle, je pense que le plus gros challenge, c'est de travailler avec de l'humain, d'autres personnes, et de savoir s'entourer. Franchement, je pense aujourd'hui, à l'heure où je te parle, le plus gros challenge que j'ai rencontré jusqu'à maintenant. Oui, Donc oui, au début, tu micromanages un petit peu, mais d'un côté, tu sais que tu as besoin de laisser de la liberté, de faire confiance aux gens, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Ça dépend après comment tu manages ton équipe, etc. Mais si tu souhaites faire monter en compétence certaines personnes pour occuper des postes bah, importants et qui ont de l'influence, eh ben, il faut quand même faire attention à ce que ces personnes-là puissent avoir de la liberté et des responsabilités, quitte à prendre le risque que des fois, bah, il y a des petits couacs, en fait. ouais. Et je Comment tu as constitué et développé ton équipe pour qu'elle soit autonome et performante? C'est pas facile ça. Euh, Comment je l'ai constitué? Euh, Au début, ça a été entre guillemets un peu au feeling, dans le sens où déjà j'ai commencé à chercher des profils depuis mon entourage. J'ai demandé à des potes à droite à gauche et puis certains groupes d'entrepreneurs et freelance pour trouver les bonnes personnes. Ensuite, on a commencé à bosser ensemble en freelance pour se tester un petit peu, pour voir ce que ça donnait, etc.
Je suis tombé heureusement sur des bonnes personnes. Alors là, je te parle pas au début, hein, je te parle de en gros la deuxième phase. Donc Hmm. c'est en 2024, vers juin 2024 dans ces eaux-là. Et ensuite, quand ça a bien fonctionné, là, j'ai quand même, moi, j'ai proposé à ce qu'on puisse aller plus loin. Donc c'est comme ça que j'ai constitué déjà mon premier cercle, si tu veux, les premières personnes qui m'ont rejoint. Euh, et ensuite, il y a donc là, il y a deux personnes par exemple qui sont arrivées récemment dans Shape Room pour le coup, parce que là, je te parle surtout de l'aspect agence. Ça a été Ouais. le premier chantier, si tu veux. Et dans Shape Room, bah, en fait, il y a une ancienne de ma formation qui, donc, bah, pour le coup, je le sais, elle travaille bien, etc. Donc là, c'est plutôt simple, en fait, tu vois, parce que j'ai les profils maintenant en tête. Donc ça, c'est cool. Et ensuite, il y a une autre fille qui est arrivée, qui est en... Alors, elle occupe pour l'instant le job de Customer Care Manager. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a défini. Et elle, en fait, j'ai tout simplement posté des messages sur des groupes d'entrepreneurs, parce qu'à mesure que tu travailles avec des personnes, tu rentres dans des cercles, dans des réseaux d'entrepreneurs, ou bah, tu es dans certains groupes sur WhatsApp et ailleurs. En fait, j'ai posté des messages et je leur ai dit, bah, tout simplement, ceux qui sont intéressés, envoyez-moi un message en privé. Et puis, j'en ai sélectionné quelques-uns, on a fait quelques entretiens et c'est comme ça que j'ai trouvé mes profils. Et ensuite, ta question, c'était comment je le délègue, c'est ça? Voilà comment tu as développé, voilà, et comment tu as constitué et développé ton équipe. Mais du coup, là, est-ce que tu peux me dire, aujourd'hui, vous êtes combien dans l'agence et dans Sheproom? Alors, dans l'agence, on est trois. En tout cas, trois à plein temps sur l'agence, plus je travaille avec des freelances. Et du coup, c'est quoi les profils? T'as recruté quoi comme profil? Alors, le tout premier profil, c'était une freelance média buyeuse qui avait une Média buyer. expérience, ouais, qui avait une expérience en agence avant, qui s'est lancée ensuite en freelance. Ça, c'était le premier profil. Le deuxième profil, c'est quelqu'un que j'ai formé aussi. Et en fait, lui, j'ai surtout repéré le côté motivation. Il avait un côté aussi commercial qui était assez bon. Il était assez à l'aise avec les clients. Ça a été le deuxième profil. Donc là, ça constitue. Donc moi, je m'inclus aussi dedans quand j'ai dit trois personnes, hein. Donc là, Donc, ça constitue notre petite trois, équipe. trois média buyers pour Ouais, la c'est vie. ça. Ok, Ouais. ça marche. Et pour la partie Sheproom, tu m'as dit, il y a une Customer Care Manager. Ouais. Pour la partie Shape Room, donc en plus de moi, il y a une Customer Care Manager qui vient tout juste d'arriver, à l'heure où je te parle. Hmm. Elle, je l'ai trouvée sur un groupe WhatsApp, comme je te l'ai dit. Et puis, elle a fait du coaching. Je me rappelle du coaching pour particulier. Elle a déjà travaillé avec des entrepreneurs également. C'est un profil assez diversifié, pour le coup, mais qui est assez tourné vers... Elle a un profil assez pédagogique, dans le sens où elle a déjà été coach pour des accompagnements, des formations, des choses comme ça. Et donc, du coup, c'est un profil qui m'a directement, évidemment, beaucoup intéressé. Et ensuite, deuxième profil, donc Roxane, c'est une média buyeuse que j'ai formée. Donc, elle est média buyeuse en freelance, et puis elle était aussi en- dans une entreprise. D'ailleurs, ok. Et la média buyeuse sur Sheproom, elle intervient en tant que formatrice auprès C'est ça, des élèves. Ok, c'est ça, en tant que coach et formatrice, ouais. d'accord, très bien. Et du coup, au niveau de la gestion des projets, que ce soit avec l'agence ou avec Sheproom, comment tu les gères avec tes équipes? Comment vous coordonnez? Alors, c'est intéressant parce que c'est un sujet, justement, qu'on a en ce moment. C'est pas simple, parfois, de coordonner tout ça. En gros, pour revenir là en 2024, en septembre, comme je t'ai dit qu'il y avait un moment assez compliqué, j'ai proposé déjà, donc la première personne que j'ai recrutée, qui s'appelle Ambre, je lui ai proposé à ce qu'elle puisse reprendre les rênes de l'agence, en tout cas qu'elle prenne mon rôle en partie, à savoir un rôle de CEO, quoi. Ce qu'elle a accepté. Ensuite, il y a eu la deuxième personne, donc fin 2024, qui est arrivée. Donc Ambre a pris le rôle de CEO, puis lui, donc Lucas, que j'ai formé, qui a d'abord commencé à travailler avec nous en tant que freelance. Je lui ai proposé de rejoindre le projet aussi parce que, en fait, moi, je voyais une personne en tant que CEO et une personne en tant que COO, un peu directeur des opérations, d'un point de vue opérationnel, et quelqu'un plus sur la partie prospection, rayonnement de la marque, voilà, etc., etc. Donc c'est comme ça qu'on s'est organisé sur la partie agence. Alors là, du coup, maintenant, on revoit un peu les rôles parce que voilà, comme on traite avec de l'humain, on traite avec les peurs, les doutes, les affinités. Et donc, les rôles peuvent changer. Et ça, je trouve que c'est important aussi de pouvoir le reconnaître parce qu'on a tendance à mettre les gens dans les cases assez rapidement et à ce que ça puisse rouler. On s'attend à ce que ce soit linéaire, mais en fait, il faut aussi garder en tête que on traite avec de l'humain, en fait. Et parfois, l'humain, il sait pas ce qu'il veut et il se teste. Et en fait, bah, il se rend compte que c'est pas pour lui. Et ça a été la première expérience que j'ai eu avec mon associé. En fait, on a travaillé quelques mois ensemble. Et à la fin, elle s'est rendue compte que ça lui allait pas d'être associée. Et ensuite, elle m'a dit, en fait, moi, ce que j'aime faire, c'est écrire.
Donc, je t'avoue, ça a été un peu un choc. Je me dis, attends, mais enfin, c'est totalement différent de ce qu'on fait, tu vois. Et donc, c'est pour ça qu'on a arrêté de bosser ensemble. Donc, ça s'est très bien passé, hein, mais donc, voilà comment j'ai structuré la partie agence. Donc, il y a quelqu'un sur la partie prospection, rayonnement. Là, c'est quelque chose qu'on va développer aussi d'un point de vue post sur LinkedIn. On a envie d'avoir une présence sur YouTube également, etc. Donc, quelqu'un qui s'occupe de l'acquisition, on va dire. Donc là, Et une autre personne. c'est ton associé actuel qui s'occupe de toute la partie commerciale prospection. Ouais, exactement, c'est ça. En fait, on est D'accord. trois associés sur la partie agence, si tu veux. Et donc, il y en a un, donc Lucas, qui lui s'occupe de la partie prospection, rayonnement de la marque, etc., etc. Et aussi l'aspect partenariat. Et une autre personne qui s'occupe de la partie opérationnelle. Donc, il y a une partie process, il y a une partie gestion client. Et puis, comme je te l'ai dit, on travaille avec des freelances. Et donc, bah, ces freelances-là, il faut les gérer. En plus, c'est des freelances que j'ai formés, et donc parfois il y en a qui sont un petit peu juniors, mais qui progressent très très vite. Mais il faut savoir les gérer. En fait, c'est un peu un rôle aussi de chef de projet, quoi. Donc voilà, il y a quelqu'un qui est en interne, quelqu'un qui est un peu entre guillemets en externe, qui s'occupe d'aller chercher du client et de développer le rayonnement de la marque. Donc C'est sur la partie agence. ouais. Et donc l'associé qui s'occupe de la partie opérationnelle, comme tu disais, elle gère et coordonne notamment les freelances. C'est ça, exactement. Trop bien. Superbe. Et du coup, pour la gestion de projet, est-ce que vous utilisez les outils digitaux qu'on voit actuellement comme Notion, Asana, Trello? Comment vous gérez les deadlines? Comment vous assignez les tâches aux uns et aux autres? Comment vous organisez? Ouais, on est principalement sur Notion Ouais, et ça marche plutôt bien, même si il faut souvent coordonner un petit peu tout ça. C'est pas simple hein, quand tu fais grossir une entreprise et que tu mets en place des process. C'est un peu du test and learn en fait. ouais, Donc on est principalement sur Notion, on utilise aussi Google Drive. Je trouve que les deux se marient plutôt bien. oui. Voilà, on pense à ClickUp. Je sais pas si tu connais ClickUp. Je ne l'ai pas utilisé encore. Ok. Hmm. Bah, on y pense parce que l'outil a l'air assez complet. Ouais, Ça rassemble quand même pas mal de choses. Donc on a eu un call avec quelqu'un expert dans le domaine. Donc on est en train d'un peu de voir si ça peut nous plaire ou pas. Mais sinon c'est principalement Notion, Google Drive. On utilise Loom aussi. Loom pour les appels, par exemple, on les enregistre. C'est assez pratique. Il y a un transcript après qu'on met sur ChatGPT pour en faire des résumés de call, par exemple. trop bien. Superbe. Et puisque tu parles de process, est-ce que tu veux nous décrire, par exemple, ton process d'onboarding client? Comment un client, une fois qu'il a payé, comment il est intégré? Alors là, tu veux la partie agence ou la partie Shape Room? Allez, on va prendre la partie chef room. Ok. Parce que la partie Shape Room, sur ta question précédente, je t'ai pas exactement décrit comment ça fonctionne. Je sais pas si tu veux que je t'en parle ou pas d'ailleurs, mais Bah ouais, ouais, avec plaisir. ouais. Vas-y. Ok. Parce que là, je t'ai décrit la partie agence. Et donc, sur Shape Room, c'est beaucoup plus simple, je trouve, en tout cas, à mon sens. Puisque, en fait, sur la partie agence, moi, je suis un peu en retrait. En fait, je passe à peu près 20% de mon temps sur la partie agence. Sur Shaperoom, du coup, je suis quand même assez présent. Donc moi, j'ai le rôle de formateur et de coach. Et donc, je structure la boîte. Et donc là, actuellement, je t'ai dit, il y a deux personnes, donc Roxane et Laura. Laura qui est la Customer Care Manager, qui, Ouais, elle, analyse un peu mon contenu d'un point de vue pédagogique dans un premier temps, puisqu'elle a bien d'arriver, et qui va faire donc des petits rendez-vous en petits groupes chaque semaine pour faire du suivi, pour faire un petit peu de coaching également, et pour renforcer un peu cette cohésion de groupe, ce que je trouve très important pour de la formation et de l'accompagnement. Donc elle a ce rôle-là. À terme, j'aimerais bien qu'elle soit plus mon bras droit, comme elle a déjà fait du coaching. Elle est déjà très intéressante sur la partie pédagogique. Moi, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Donc et voilà, pour l'instant, on fonctionne comme ça. Et puis Roxane est une coach et formatrice sur la partie technique, donc purement Google Ads et Meta Ads. Là où moi, j'ai plus le rôle, disons, je suis plus coach et formateur sur la partie business, sur la partie vente. Et j'ai également une grosse expertise, tu l'imagines bien, sur la partie media buying. Mais voilà, l'idée, c'est de commencer à construire et déléguer parce que l'idée, c'est d'accueillir de plus en plus d'élèves. Et c'est donc, ça. évidemment, il faut que je sois suppléé. Donc ça, c'était pour répondre à ta question organisation. Et après, tu me disais comment l'onboard, c'est ça? Oui, Sur la bah, partie chez voilà. Prom. L'onboarding client. L'onboarding client, pardon. Bah écoute, il est plutôt simple. Dès que la personne s'inscrit et paye, donc c'est soit un paiement en une fois, soit en plusieurs fois, peu importe. Ensuite, on le rajoute sur la plateforme de formation. Alors, Donc, juste par rapport au paiement, est-ce que c'est du paiement, par exemple, Stripe, GoCardless, ou ils peuvent faire des virements bancaires, par exemple? alors, on utilise principalement Stripe, ouais. Et on a un outil qui s'appelle Payzen. Je sais pas trop comment le prononcer, c'est Paythen.
qui est relié à Stripe et qui permet de faire des paiements plusieurs fois. D'accord. Voilà. Et donc, c'est directement relié, c'est très très simple d'utilisation, c'est pour ça que j'ai pris cet outil. Et ça fait remonter directement les paiements sur Stripe. Ok, super. Et donc après, tu as mis en place un système d'automatisation pour... Alors, on est en train d'automatiser. D'accord. Parce que là, pour l'instant, c'est à la mano. Donc, dès que c'est payé, on doit rajouter la personne sur la plateforme de formation. Ensuite, on lui crée une fiche Notion. C'est une fiche de suivi avec une sorte de to-do. Et puis, il y a une to-do qui se complète, tu vois, en fonction de si c'est fait ou pas. Nous, ça nous permet de suivre également l'élève pour savoir s'il avance bien, etc. Ensuite, on les rajoute au call de groupe. Donc, on a des coachings de groupe le lundi, le mercredi et le jeudi. On Mhm. les a séparés en trois pour avoir des thématiques bien précises. Et on le rajoute à la communauté sur WhatsApp. On a une communauté sur WhatsApp avec différents groupes, différents canaux pour discuter de certains sujets, voilà, pour répondre aux questions, etc. Donc c'est comme ça qu'on a un board. Et puis après, on a un call kick-off, un petit call de 30 minutes environ pour accueillir la personne, pour lui expliquer un peu comment ça se passe, l'écosystème, la vision aussi, bref, donner de la clarté. Et puis après, et c'est à peu près tout si j'oublie rien. Trop bien. Et tu m'as parlé un petit peu des logiciels que tu utilises, Notion, Drive, pour tes pages de vente, tout ce qui est page de capture, tu les fais sur quel logiciel? Page de vente, alors j'en ai qu'une seule. Et pour tout te dire, j'en ai pas eu pendant très longtemps. En fait, j'en ai eu une pour mon lancement que j'avais faite sur WordPress. C'est quelqu'un qui me l'avait faite. C'était pour mon lancement. Ensuite, j'en ai pas eu pendant un petit bout de temps. Je faisais de la vente directement sur les réseaux sociaux. Je redirigeais en appel, en fait. D'accord. Et là, j'en ai une depuis environ, je dirais, un mois, quelque chose comme ça, où là, j'ai plutôt choisi Webflow. D'accord. En fait, on travaille avec un partenaire sur l'agence qui s'occupe, parfois, on travaille avec lui pour faire des landing pages, voilà, avec nos clients. Et c'est un profil avec qui on aime bien bosser. Donc là, je lui ai proposé ce qu'on puisse bosser ensemble sur la partie Shaperoom. Et donc, c'est lui qui m'a fait ma page de vente sur Webflow. D'accord, ok, très bien. Super. Moi, j'en avais entendu parler également de Webflow. Superbe. Pratique. Ouais, après, moi, je suis pas expert, hein. C'est des trucs où j'ai essayé de m'y mettre, tu vois. Ouais. Mais Non, autant c'est, déléguer. Ouais, c'est important. ouais, franchement, dès que tu peux déléguer, il faut déléguer et se concentrer sur sa zone de génie, quoi. Donc, Exactement. ouais. Mm. Et est-ce qu'il y a des outils, cette fois-ci plutôt IA, que tu affectionnes particulièrement pour la gestion de tes contenus ou la gestion de ton business de manière générale? Écoute, moi, je suis full ChatGPT, hein, j'aime beaucoup. Après, il y a toujours un peu d'IA maintenant un peu partout, tu vois, sur Loom, il y en a aussi un petit peu. Sur Mm. Notion, il y en a aussi un petit peu. Moi, je t'avoue, je suis un grand consommateur de ChatGPT. J'ai pas eu la curiosité d'aller. Alors, si, petite curiosité, juste pour tester à droite à gauche, Mistral, voilà, DeepSeek, mais juste c'est un peu de la curiosité technologique, si tu veux. Et sinon, en fait, le truc, c'est que ChatGPT, comme je l'utilise depuis le début, en Oui, fait, si tu as la version payante, il sait c'est tout ça. de moi, presque, tu vois, de mon business. Et donc, en fait, les questions que je lui pose et les conversations qu'on peut avoir, etc. En fait, comme il a tout emmagasiné, et ben, il a des réponses qui sont pertinentes. C'est Donc, vrai. c'est pour ça que je me vois mal aller ailleurs. Et pour l'instant, c'est un peu le seul vrai outil que j'utilise, même si, comme je te l'ai dit, il y a des IA un petit peu partout. Donc ça, dès que je peux, j'utilise, quoi. Et puis là, pour tout te dire, donc on parlait d'automatisation. L'onboarding, on est en train de voir pour l'automatiser. Et en parallèle, je suis en train de voir aussi avec une entreprise pour commencer à créer des agents IA pour justement la partie onboarding, mais également toute la partie formation. Parce qu'aujourd'hui, on a des coachs pour la partie Google Ads, Meta Ads, mais en fait, si on leur fait ingurgiter tout notre contenu, bah, en fait, on peut faire des agents IA par thématique. Et c'est l'objectif qu'on se donne aussi pour avoir une IA par thématique qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en plus de nous. Et ça peut être ultra Là, intéressant. concrètement, pour le client, c'est quoi que ça va changer? C'est-à-dire que s'il se pose une question, il y a un agent IA qui va pouvoir répondre sur le programme, par exemple, toute la partie pédagogie. Ouais, c'est ça. En fait, par exemple, donc le client dans Shaperoom, s'il a une question liée à Google Ads, par exemple, Meta Ads, peu importe, eh ben, il peut discuter avec une IA pour lui demander comment on fait pour créer une campagne comme ci, comme ça. Là, j'ai un problème de tracking, comment je dois faire. Et tu vois, moi, en fait, je m'en suis rendu compte quand j'ai vraiment commencé à prendre ChatGPT comme une sorte pas un mentor, mais un assistant. Ouais. Par exemple, j'ai essayé des choses que je n'avais jamais faites. Une automatisation avec Make, par exemple, j'avais jamais fait ça.
Et ben en fait, j'ai tout fait avec ChatGPT. Alors, je dis pas que c'est facile, parce que mec, franchement, c'est J'allais te c'est dire, pas simple. c'est plus facile Zapier que Make, hein, mais ouais. Bah ouais, mais en fait, justement, voilà, typiquement, ChatGPT, je lui ai demandé, je lui ai dit, OK, en fait, j'aimerais bien une solution qui soit scalable par la suite, qui soit assez ouverte, parce que peut-être que par la suite, il y a d'autres personnes qui vont intervenir, peut-être qu'on va changer les scénarios, etc. Et donc, il m'a dit, Make, c'est la solution la plus complète. Donc, j'ai pris Ouais. Make. Je t'avoue, ça n'a pas été une partie de plaisir pour moi. Ça a été un Je, peu complexe. je te comprends. T'as déjà essayé, toi? Oh, oui, et j'ai vite abandonné. Je suis Ouais. retournée sur Zapier. Je comprends. J'aurais peut-être dû prendre Zapier pour tester. Mais c'est là où je me suis dit, en fait, ça, je peux le déléguer, tu vois. Je peux déléguer à un expert qui va me faire ça beaucoup plus facilement. Mais bon, pour autant, j'ai quand même, avec ChatGPT, j'ai quand même bien avancé, tu vois. J'ai fait des trucs que je comprenais pas, mais j'ai quand même fait, tu vois. Ouais, Et c'est ça que je trouve intéressant pour la partie formation, surtout dans le media buying, c'est qu'en fait, tu peux avoir un agent IA expert sur Google Ads, un agent IA expert sur Meta Ads, un agent IA aussi, par exemple, qui peut analyser tes calls de vente. Ça, c'est ultra important quand tu fais tes calls de vente avec tes prospects ou tes calls avec tes clients, et bah, tu peux importer ta vidéo et lui dire, OK, bah, analyse-moi mon appel et dis-moi si je peux m'améliorer ou pas, quelles étaient mes erreurs et mes réussites. En fait, l'idée, c'est de développer vraiment des experts dans plein de domaines pour nous suppléer et surtout pour que ce soit dispo 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. exactement. Et ces agents IA, tu les fais avec des GPTs depuis ChatGPT ou sur un autre. Bah, pour ce sujet-là, je t'avoue, j'ai contacté une entreprise qui est experte dans le domaine et l'idée, c'est qu'on puisse adapter le plus possible la solution. Donc justement, même eux, ils m'ont posé la question, ils m'ont dit, OK, est-ce que tu préfères que ce soit avec une solution existante, un ChatGPT, un Mistral ou je ne sais quoi, il y a différentes solutions. En plus, les IA peuvent être plus ou moins performantes selon les besoins aussi, même si aujourd'hui, ChatGPT, je pense, c'est le plus complet. Et ils m'ont aussi proposé de créer un truc from scratch, en fait, hein. On peut créer des agents voilà, Oui, de zéro. Et voilà, l'idée, c'est de travailler avec des experts là-dessus, de bien faire les choses. Parce que si moi, je m'amusais à faire mes ChatGPT, déjà, ça me prendrait un temps de fou. Et en fait, ce n'est pas un temps qui me permet de développer mon entreprise. Moi, j'essaie énormément de dissocier l'aspect stratégique pour ma boîte, ce qui peut développer ma boîte, tout en restant aussi dans ma zone de génie, parce que là où je suis bon, autant appuyer à fond. c'est Et ce qui ne ça. crée pas de valeur ou peu de valeur pour mon entreprise, eh ben, j'essaye de le déléguer, si le cash me le permet. C'est ça. Ouais, plus te concentrer sur le build et le run, tu vas le déléguer. Mm. Bah, c'est ça. Par exemple, je ne sais pas, la facturation, l'automatisation, c'est des choses Oui. qui vont me permettre de servir mon business et de le développer. Mais si moi, je m'y attarde en sachant Ah que non, non, bah, mais j'ai c'est pas pas. forcément les compétences, bah, je perds du temps alors que je pourrais derrière faire des appels de vente, faire du contenu sur les réseaux qui me permettent justement de générer du cash. Exactement. Et d'ailleurs, en parlant d'appels de vente, c'est toi qui les passes, les appels de vente, ou tu. Ouais, ouais, Comment ouais. vous. D'accord. Pas de closer, c'est toi directement qui fais les appels de vente. Alors jusqu'ici, oui. Là, je suis en train de bosser avec un premier closer. On est un peu en phase de test puisqu'il travaille aussi sur un script. Il est en train de faire un script un peu personnalisé pour mes calls de vente. Mais sinon, jusqu'ici, c'était moi pour tous les calls, ouais. D'accord, très bien. Ok. Oh, superbe. Et tes clients, j'ai pas posé la question, ils proviennent, est-ce que tu t'arrives à avoir un petit peu au niveau de tes stats, ils viennent principalement des ads ou plutôt de l'organique? Alors, dis-toi que j'ai lancé les ads assez récemment. Ça peut paraître bizarre pour un média buyer, je sais, mais, mais j'ai lancé des ads assez récemment, puisque avant, je n'avais pas forcément énormément de temps, énormément de cash aussi disponible pour faire de l'ads, parce qu'il faut quand même de l'argent pour faire de la publicité. Et donc aujourd'hui, ouais, en fait, il y a deux plateformes qui reviennent. Il y a YouTube et il y a Instagram sur la partie organique. L'Ads, je t'avoue, depuis que j'ai lancé, bah, effectivement, hein, ça aide beaucoup, surtout quand tu sais en faire, évidemment. Ça aide pas mal, même si là, j'ai un petit budget. Et malgré ce petit budget, j'ai des rendez-vous, alors qui sont un peu plus compliqués à closer parce que c'est du trafic à froid. Ouais, ouais. Ouais, là où sur YouTube, sur Instagram, les gens me voient, etc. Sur Instagram, on déclenche quand ils ont, parce que je suis plus trop tout seul maintenant sur ça, mais on fait du setting. On va déclencher des discussions sur Instagram. Et ça, souvent, ça permet de bien chauffer le lead. Et comme ça, quand il arrive en appel, il est déjà assez chaud. YouTube, bon, bah, pareil, c'est du contenu long, hein, donc les gens, quand ils consomment, ils sont rassurés. Là où la Mm, publicité, c'est plus compliqué parce que c'est du trafic à froid. Mais en tout cas, en termes de rendez-vous, l'Ads était, et je trouve, au-dessus, hein, du trafic organique. En tout cas, à mon niveau, je pense que quand tu as plus de notoriété, mm. l'organique est quand même hyper intéressant.
notamment parce que le lead est plus chaud, mais d'un point de vue puissance, l'ADS, c'est quand même assez fou, quoi. Donc là, ça revient souvent. Il y a un dernier truc qui revient assez souvent, c'est le bouche à oreille. Et Ah ça, ouais, franchement, je suis trop content. Ah ouais, vraiment, je suis trop content parce qu'en fait, depuis que je l'ai lancé, je pense que comme je me donne corps et âme sur ce truc, tu vois, sur ce projet, les gens le voient et j'optimise la formation constamment. Là, j'ai onboardé de nouvelles personnes. Enfin bref, j'optimise au maximum le produit parce que j'ai pas envie de d'avoir une formation un peu basique comme tant d'autres ou tu vois, des trucs qui font de la masse. Moi, j'ai des petits groupes. Là, tu vois, ils sont 13. C'est déjà suffisant et je préfère primer la qualité que la quantité. Et donc, je pense que les gens le ressentent et très souvent, dès le début, peut-être 2, 3 semaines après, j'ai pas mal d'élèves qui me disent, ah bah tiens, j'ai parlé à un pote de toi, il est intéressé, blablabla. Et j'ai quand même pas mal de bouche à oreille finalement. trop bien. Bah ouais, Mm. comme quoi, il n'y a pas mieux hein, que le bouche à oreille, la recommandation. Ah ouais. Mm. Ça, c'est clair, hein. Ça, c'est clair. Et c'est génial. Et c'est génial aussi de voir que bah, il y a des gens qui viennent de bouche à oreille, mais aussi de d'autres canaux, qui bah, se démènent et se débrouillent pour pouvoir se payer ton accompagnement. Il y en a un là récemment, il était dans une formation. euh, Apparemment, il n'était pas hyper content de ce qui se passait, de l'accompagnement. Et le gars, en un call, il a demandé un remboursement à la formation qu'il était en train de suivre pour pouvoir venir dans Shape Room, tu vois. Donc Mm. c'est trop cool de voir ça parce que tu vois que ton produit, il plaît. Il n'est pas encore optimal à 100%, en tout cas pour moi, tu vois. Toujours, après, on a toujours envie que ce soit mieux. Mais il y a des bouches à oreille qui se déclenchent déjà, quoi. Donc c'est trop bien. Génial, superbe. Euh, Est-ce il y a des KPI que tu suis pour gérer ton business, pour le piloter, pour prendre des décisions? Et parmi ces KPI, quel est celui vraiment que tu suis impérativement, dont tu ne pourrais pas te passer et limite que tu conseillerais pour suivre notamment, par exemple, la croissance d'un business? Alors c'est une question un peu difficile parce que ça va dépendre du business, je pense. Euh, Oui, parce que toi, t'en Là, as pour deux. le... Ouais, c'est ça. J'en ai deux et presque trois parce que la communauté bientôt elle sera aussi payante, hein, donc c'est aussi une Ouais, sorte de troisième business qui est en train de fleurir quoi. Euh, pour la partie Shape Room, pour la partie formation, alors les KPI, il y en a plein que je suis. Alors par contre, juste petit disclaimer, je suis pas le meilleur pour piloter en suivant tous les KPI de très très près d'un point de vue finance. Je préfère le préciser. Je suis pas le meilleur là-dessus et je sais qu'il doit m'améliorer. Il faut que je fasse attention. Mais ce que je regarde le plus, déjà, pour moi, il y a un KPI naturel, c'est, je dirais, le comportement de tes élèves. C'est-à-dire que quand ils arrivent et qu'ils te disent, ta formation, elle est oufissime, pour moi, c'est pas un KPI que tu vas mesurer, mais tu l'entends par contre. ouais, c'est Et ça. ça, pour moi, c'est ultra important parce que ça prouve que ton produit, il fonctionne. Et moi, j'accorde énormément d'importance au produit. Donc, pour moi, il y a ce KPI-là, qui est très important. Et après, il y a tout le reste, la manière à laquelle ils avancent, etc., les résultats qu'ils ont aussi. Ça, je trouve ça très important. Et ensuite, pour moi, il y a beaucoup de KPI évidemment d'acquisition. Parce que voilà, ton produit, il a beau être le plus beau possible, le meilleur possible, s'il y a personne dedans, il y a personne qui s'inscrit, il y a personne qui s'inscrit. Donc pour moi, il y a ce KPI-là aussi, je dirais, de nombre d'élèves, en fait, de nombre d'inscrits, tu vois, comparé au nombre de prises de rendez-vous. Ouais. Mais je ne sais pas si tu connais le concept des trois demandes, non? Non. En gros, ça me permet de prioriser en fait certains KPI et aussi mon attention. En fait, les trois demandes, c'est assez simple. C'est comme un tunnel d'acquisition en trois étapes. La première demande, c'est la demande d'attention. Donc, c'est le haut de ton tunnel. C'est Ah, le contenu. Tofu, Mofu, Bossu, c'est ça? Ouais, grosso modo, c'est ça. D'accord. Et c'est un peu ça, sauf que je préfère le concept des trois demandes. Pourquoi? Parce que c'est un peu plus directif, c'est un peu plus clair, je trouve. Et ça prend plus de sens dans le sens où, première demande, c'est demande d'attention. C'est en Mm. mode Hello, j'existe. Donc c'est poster sur Instagram, faire du podcast, des choses comme ça, ou du bouche à oreille, aller sur des salons selon le business, tu vois. Ensuite, la deuxième demande, c'est la demande d'expérience. Donc ça peut être un call de vente, par exemple. Donc nous, pour l'agence, on a un call R1 où en fait on va capter les besoins, les problématiques, et puis donner quelques éléments de valeur. Et ensuite, on a un call où on présente un audit ou une stratégie. Donc là, en fait, le prospect fait l'expérience de nous, de notre service et de nous aussi, parce que l'aspect humain est, je trouve, important. Ouais. Est important, pardon. Et après, sur la partie Shape Room, la partie donc formation, c'est à peu près pareil avec le call de vente. Alors là, moi, je fais qu'un seul call généralement.
Et c'est là où je présente un petit peu l'offre, l'accompagnement, etc. Et donc, en fait, le prospect fait en quelque sorte l'expérience de moi, de mon coaching aussi, et il y a un aperçu sur la partie offre. Et après, troisième demande, c'est la demande d'engagement. C'est comme un date, si tu veux, en fait. C'est Hello, j'existe. De mon expérience, on prend un café ensemble, on prend un verre, et puis après, c'est bon, bah, on se met ensemble, on se met pas ensemble. Et après, bah, là, du coup, c'est la signature, quoi. C'est le passage à l'action. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que je trouve que c'est important d'analyser les KPI sur ces trois étages-là. Ouais. Parce qu'en fait, comme si tu le prends comme un entonnoir ou même un tuyau d'arrosage, tu vois. En fait, si l'eau ne s'écoule pas au début, tu vois, si tu t'accordes pas d'importance à la demande d'attention au haut du tunnel, en fait, il n'y a rien qui va s'écouler. Donc, ça Mm. permet de prioriser les KPI. Donc, là, je te parlais au début des KPI, voilà, des clients qui sont contents, etc. Parce qu'aujourd'hui, ça fonctionne. Et je trouve ça très important. Mais sinon, le tout premier KPI, si je devais vraiment choisir qu'un seul, c'est tout ce qui va concerner la demande d'attention. Donc, c'est les vues que tu peux faire, le taux d'engagement, des choses comme ça. Voire même, tu vois, si tu as une page de vente, c'est je dirais les vues de ta page et les prises de rendez-vous qui peuvent en découler. Parce que si t'as pas de prise de rendez-vous, bah derrière, t'auras beau mettre d'autres KPI derrière, y a rien en fait. Donc il faut déjà se concentrer sur le haut du tunnel. Et vraiment, c'est la prise de rendez-vous. Ouais, trop bien. Très intéressant. Et j'avais une question aussi par rapport à ton métier de média buyer. Euh, pour tes clients, quand tu gères leurs ads, c'est quoi pour toi un bon, comment on appelle ça? Un bon coût par résultat, par prospect? Un bon ROS, c'est ça que tu cherchais? Ouais, ouais. Ouais, ROS, pour expliquer, c'est Return on Ad Spend. C'est Mm. le retour sur investissement publicitaire. Un bon ROS, ça va dépendre des business, hein, mais il y a une moyenne quand même qui est de 3, je dirais, dans ces eaux-là. 3 et au-dessus, c'est un bon retour sur investissement. Nous, on accompagne principalement des e-commerce. C'est souvent ce qui s'en dégage. Et après, il faut faire Dire attention aussi quoi, ça au... veut dire concrètement pour les gens, si tu dépenses 10 000 en ads, tu vas avoir un retour sur investissement de 30 000. Exactement. C'est ça. J'investis 100, je gagne 300. Voilà. Ok. Et souvent, ça convient aussi à la marge de nos e-commerce. Parce qu'il faut prendre en compte aussi cette marge-là. Souvent, c'est autour de 60-70%. Et donc, du coup, voilà, souvent le 3 de ROS, donc quand j'investis 100, je gagne 300, convient bien pour que le business soit rentable et aussi pour qu'on puisse scaler. Parce que notre objectif en tant que média buyer, c'est d'encourager une entreprise à pouvoir développer son business, notamment grâce aux ads. Pas Ouais. que les ads, évidemment, hein, mais en fait, la publicité en ligne aura un impact sur l'ensemble du business, un impact sur les réseaux sociaux, sur plein de choses, quoi. Ouais. Donc, c'est 3 et au-dessus. Et je précise une chose, il faut faire attention à ce que ça peut être un peu contre-intuitif, mais il faut faire attention à ce que le retour sur investissement soit pas trop élevé. Parce que s'il est trop élevé, ça veut dire qu'en fait, on se prive d'une part du volume, en fait. Il faut toujours un juste milieu entre du volume, de la vente, des Mhm. prospects qui arrivent, et un bon retour sur investissement. Parce que si tu as un ROS de 10, bah, c'est que, en fait, tu peux aller plus loin, tu peux mettre plus de budget, tu vois. Ouais, en fait, voilà. Ce que je veux dire qu'il faut pas hésiter à mettre plus, quoi. Mm. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, il faut essayer de trouver un juste milieu. Yes. Et ouais, non, ce que je veux dire, c'est aussi le coût par prospect. Est-ce qu'il y a un coût par prospect? Par exemple, ça peut être 15 euros. Est-ce que, selon toi, il y a un coût à ne pas dépasser Le coût par pour les prospect, publicités? bah, et ça va dépendre de ton produit. Parce que, par exemple, en fait, il faut tester, parce que les ads, c'est que du test and learn, en fait. Il faut tester et Ouais, il faut aussi avoir conscience de son produit et de sa marge. Par exemple, si ton accompagnement, il coûte 2000 euros, par exemple, bon, bah, si tu as un coût par acquisition de 200 euros, bah, c'est OK, puisque derrière, tu chiffres à 2000 euros, tu vois. ouais, Donc, ça va dépendre des business, tu vois. Et après, ton coût par acquisition, en fait, sur du prospect, en tout cas, sur de la génération de lead, tu as la prise de rendez-vous, donc le coût par lead, et après, tu as ton coût par acquisition. Il faut faire attention aux deux. Parce que ton coût par lead, si il est, je sais pas, à 200 euros, par exemple, et que derrière, tu as du mal à closer et que tu as besoin d'avoir une dizaine de rendez-vous à 200 euros pour faire un close, pour faire une vente, bah là, du coup, c'est pas rentable, tu vois. Donc, en ouais, fait, voilà, il faut, de toute façon, dans tous les cas, sur la partie publicité, c'est du test and learn. C'est-à-dire que souvent, il faut avoir conscience de son chiffre d'affaires, sa marge, la valeur de son produit, et ensuite, on teste. ouais, Voilà. carrément. C'est quoi, selon toi, qui marche le plus? C'est les visuels ou la vidéo en ads? J'aurais tendance à dire la vidéo quand même. Ouais. Généralement, ça marche mieux parce que plus engageant, il peut avoir une voix, une tête, on peut expliquer Ça rassure plus le fait en... de voir la personne, ouais, aussi.
Mm. Bah ouais, c'est ça. Et puis si tu veux expliquer aussi comment fonctionne un produit, ou je sais pas, si tu veux montrer des choses, enfin, ça a quand même beaucoup plus d'impact. Donc la vidéo généralement marche mieux quand même. Maintenant, sur du e-commerce par exemple, une belle image produit peut aussi avoir un bel impact. Mm. Et voilà. Et après, ça va aussi dépendre, tu vois, du message qui est véhiculé et plein de choses, hein. Et après, sur la génération de leads, ouais, je dirais que la vidéo quand même, ça marche souvent mieux, quoi. Ouais. Yes. Superbe. Ben, écoute, on arrive déjà à la fin de cet épisode, Nicolas. Ben, je vais te laisser le mot de la fin. Si un entrepreneur il veut passer de solo, d'indépendant à dirigeant d'une entreprise en s'entourant d'une équipe de freelance, aller en espace de 6 mois, quelles seraient selon toi les 3 actions clés qu'il devrait mettre en place? Voilà, c'est une bonne question, ça. Euh, Première chose à mettre en place. Alors, moi, je dirais une chose que je n'ai pas faite. C'est être accompagné. Parce qu'en fait, si j'avais été coaché, par exemple, sur un aspect purement business, pour construire une formation, attends, je crois que j'étais un peu perdu. C'est bon? Ouais, ok. Donc, je disais, la première chose, c'est être accompagné. Parce que c'est quelque chose que j'ai pas fait. Je ne regrette pas, hein, mais je pense que ça m'aurait permis d'aller plus vite, d'avoir plus de repères, et puis d'avoir aussi une épaule sur laquelle j'aurais pu me reposer. Parce que parfois, c'est assez stressant de tout porter sur ses épaules tout seul, de gérer des gens tout seul, des clients tout seul. Et donc, le fait d'avoir quelqu'un qui soit là, qui regarde dans tes angles morts et qui tape sur ton épaule et qui dit, hey, regarde, t'as oublié ça. N'oublie pas ce truc-là, il est important. Moi, si je devais donner donc 3 conseils, le premier, c'est être accompagné par quelqu'un. Donc, typiquement, tu veux lancer une formation en accompagnement ou je ne sais quoi, et bah, va chercher un mentor ou une formation ou un truc qui va t'accompagner. Les gens savent déjà, ou la personne en l'occurrence, elle est déjà passée par là. C'est hyper important. Et pareil, que ce soit une agence ou autre, en fait. Moi, j'ai eu de la chance, comme j'ai eu 1 an et demi d'expérience en agence, j'avais déjà des très bonnes idées de comment scaler une agence, de comment construire une agence au moins. Mais voilà. Donc, être accompagné. Deuxième chose, bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, hein, savoir s'entourer. Franchement, moi, ça a été l'une de mes plus grosses problématiques, savoir s'entourer des bonnes personnes, ne pas hésiter à prendre le temps sur ce sujet-là, hein, parce qu'on a tendance à vouloir que les choses avancent vite et bien. Sauf que bah, il y a évidemment de la casse, on traite avec de l'humain, mais il faut savoir prendre son temps, et il faut savoir aussi se connecter à son intuition sur ce sujet-là. Et Mm. moi, c'est pas ce que j'ai fait au début, malheureusement, mais il faut savoir aussi se mettre face à certaines réalités. Donc, se faire accompagner, savoir s'entourer. Et ensuite, troisième chose, c'est quelque chose de plus, je dirais, on va dire mindset, plus sur ce point de vue-là. Euh, c'est justement s'accorder du temps, écouter son intuition, en fait. Parce que l'intuition, elle est toujours bonne, tu vois. Au début, justement, dans ma plus grosse friction, comme je te l'ai dit, ça a été de bosser avec des gens, de bosser avec les bonnes personnes. Et en fait, le truc, c'est que dès le début, mon intuition, je l'ai un peu refoulée. J'ai senti qu'il y allait avoir un truc, une, euh, un moment d'apprentissage, ou j'ai pas forcément pressenti de mauvaises choses, mais je me suis dit, c'est pas, naturellement, j'ai ressenti une petite friction. Mais je me dis, non, mais c'est bon, ça va le faire. La personne, je vais l'accompagner, ça va bien se passer. Mais en fait, si tu as cette intuition dès le début, c'est que c'est mort. C'est que Ouais, vraiment, il faut passer à autre chose, il faut peut-être prendre quelqu'un d'autre. Mais je trouve que c'est important de parler de cet aspect-là, parce qu'en fait, le business, c'est bah, l'aspect business, évidemment, et l'aspect, disons, mindset, voire plus, l'aspect aussi bien-être, tu vois. Donc ça, il faut écouter son corps pour élargir le sujet, tu vois. Parce que pareil, quand tu lances quelque chose, bah, tu as tendance à être bourrin, à travailler beaucoup. Et parfois, ton corps, en fait, il va te faire ressentir certaines choses parce que c'est peut-être un début de burn-out ou c'est parce que tu pousses un peu trop loin. Et bref, donc, il y a plein de choses liées à cet aspect-là. C'est pour ça que j'aimerais dire, troisième chose, écouter son corps, c'est son intuition, son cœur aussi. Parce qu'on a tendance, nous, en tant qu'occidentaux et français, à être très cartésiens et écouter que sa tête. Sauf qu'il faut d'abord écouter son cœur pour ensuite faire fonctionner la tête. C'est la tête qui va aider le cœur à réaliser cette fameuse vision. Et donc, il y a plein de sujets autour de ça. Il y a le mindset. Et tu vois, tu parlais de la vision. La vision, c'est un exercice aussi qui est pratiqué dans des coaching mindset, etc. Mais voilà ce que je dirais. Donc, c'est être accompagné ou mentoré, peu importe, hein, une formation, mm. être bien entouré et écouter son corps et son cœur. Yes.
Et tu fais bien de souligner aussi ce dernier aspect, cette dernière action qui d'écouter son corps et son cœur, parce que il y en a beaucoup qui n'écoutent pas, qui Mais n'écoutent pas ouais, les signaux de leur corps, et pourtant le corps ne ment pas. Donc, ouais. hmm, Non, mais c'est clair. Et puis, tu vois, ta question, elle est pas facile parce que il y a tellement de choses. Il y a c'est tellement de vrai, choses. C'est franchement de résumer en trois. Alors, moi, c'est mes trois prios, tu vois, pour répondre à ta question. Mais après, il y a tellement d'autres choses. C'est, si je peux rajouter une dernière chose, tu vois, je vois ça chez beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entrepreneurs. Quand tu as la tête dans le guidon, parfois, tu t'intéresses beaucoup trop à des petits sujets, des trucs qui n'en valent pas forcément la peine, en tout cas sur le moment. Parce qu'on a ce truc de, faut que tout soit parfait. Et il faut que ça roule bien, etc. Et parfois, on a trop tendance à se concentrer sur les process, sur le produit ou quoi que ce soit. Alors que ton produit et tes process, ils sont déjà là, ils sont déjà en train de fonctionner. Si tu as un business qui fonctionne à un minimum, on va dire 5, 10, 15 ou 20K, tu vois, bah, c'est que ça fonctionne. Et pour l'instant, tu peux déjà appuyer sur la pédale d'accélérateur avec ce produit, avec ces process, pour justement générer du cash, pour ensuite allouer ça à des trucs un peu plus précis, et voire même faire travailler des gens là-dessus. Donc, je rajoute un quatrième point, ouais, mais je trouve que cet aspect est hyper important de savoir prendre du recul, tu vois, d'avoir une vision déjà sur son business, une vision, disons, pragmatique. Et après, je rejoins le troisième point, l'aspect mindset, de prendre du recul pour soi, pour avoir une vision plus, entre guillemets, spirituelle, mais plus une vision pour toi, sur, OK, dans 3 ans, où est-ce que je me vois? Comment je, comment je gagne ma vie? Combien je gagne? J'ai combien de clients si c'est des clients? Voilà, quelle est ma vie et qui je suis, quoi. ouais. Super intéressant. Mais écoute, merci beaucoup, Nicolas. Merci pour toute la valeur partagée. Donc, si les gens veulent venir te parler, te suivre, c'est quoi le meilleur moyen? Alors, bah, il y a mes réseaux sociaux. Donc, sur Instagram et TikTok, c'est Nicolas Shape Room. Sur YouTube, d'ailleurs, c'est pareil, c'est Nicolas Shape Room. Donc, Shape Room, c'est comme. Alors, je sais pas si tu connais le terme, ça vient du surf. Une Shape Room, c'est un truc qui existe D'accord. déjà. Donc, c'est Ok. écrit SHAPER2OM. Hmm. Et une Shape Room, c'est en fait, c'est là où tu vas shaper ta planche de surf. Là où tu vas la D'accord, je façonner, ne en savais fait. pas. D'accord, ok. Voilà. Et du coup, la personne qui fait ça s'appelle un shaper. Et c'est pour ça que mon collectif, eh ben, on est tous des shapers. D'accord. Ok. Ouais. Et en fait, j'ai appelé mon business Shape Room parce que pour moi, ça s'apparente beaucoup à de la formation ou de l'accompagnement. En fait, pour juste imaginer le fait que les personnes qui rentrent dans l'accompagnement, même si on peut peut-être employer le mot école pour certaines personnes, mais en réalité, les gens vont se responsabiliser, ils vont se lancer en tant que freelance et donc en tant qu'entrepreneur. Et donc, toi, tu vas façonner, à l'image que tu façonnes ta board, ta planche de surf, tu vas façonner ton avenir professionnel et ton avenir personnel. C'est pour ça que j'ai employé ce terme-là. Et en plus, j'aime bien le surf. Yes. Donc, réseaux sociaux Nicolas Shape Room, sur LinkedIn, c'est Nicolas Dorfman. Et sinon, ma page pour aller voir Shape Room, c'est shaperoom.io. Ok, bon, de toute façon, on mettra les liens à la fin du podcast. Super, Ça marche. écoute, merci beaucoup. Merci pour cet échange et à très vite. Bye Bah, bye. merci à toi, Aurélien. Merci, ciao.